Et notre premier invité ce matin, c'est Alexandre Adler. Bonjour. Bonjour. Alors, journaliste, écrivain, on ne vous présente plus, mais on va prendre la peine de présenter par contre votre dernier livre, La France européenne, le grand tournant. Alors, vous y présentez votre vision d'un sauvetage nécessaire de l'Union européenne, très ébranlée, il faut le dire, par la dernière crise de l'euro. Et ce titre, La France européenne, ça suscite immédiatement une interrogation. Expliquez-nous, est-ce que pour vous, la France aujourd'hui, c'est un frein de cette Union européenne qui doit se transformer, ou est-ce qu'elle a encore des chances d'en être le moteur ? Alors, je vais vous répondre à cette ultime question. Oui et oui. C'est-à-dire que la France est aujourd'hui un des freins principaux à la réalisation d'une Union européenne de qualité supérieure. Et la France, si elle se secoue un peu, a encore des chances d'en être le moteur. Maintenant, peut-être revenons en arrière. Si j'avais fait un livre qui s'appelle La France européenne, dans des années calmes, mettons même début de l'an 2000, à l'époque où l'euro nous avait rendu une espèce d'euphorie, un peu comme les adolescents qui découvrent les joints et tout ça, on se serait dit, voilà encore un livre qui est à la gloire de Delors ou qui défend Trichet. C'est le conformisme habituel qui s'exprime. Bien entendu, tout a changé à partir de 2008, comme j'essaie de l'exprimer dans le livre. Et tout d'un coup, l'Europe, qui était un donné, qui donnait lieu d'ailleurs à un scepticisme de bonne aloi, n'a plus du tout été l'acquis que l'on croyait. C'est devenu un vrai problème. Non seulement un problème pour la France, mais un problème pour le monde. Et à un moment donné, les États-Unis, la Chine, d'autres l'ont dit plus discrètement, ont fait savoir que si l'euro explosait, l'économie mondiale était en morceaux. Exactement comme si nous avions une grande guerre dans le Golfe Persique. Alors pour que l'euro n'explose pas, il va falloir faire des concessions et vous les expliquez très bien. Plutôt qu'un livre d'histoire, vous nous offrez là un petit peu un livre d'anticipation. Mais ce qu'il va falloir faire pour ces pays membres de l'Union européenne, c'est sans doute, et vous l'expliquez très bien, renoncer à une partie de leur souveraineté. Et est-ce que justement, pour ce faire, la France ou encore l'Allemagne sont assez mûres ? Ça, c'est un vrai problème, mais c'est le problème de l'éducation sexuelle des enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, la souveraineté, on y a renoncé depuis belle lurette, depuis la fondation même de la communauté européenne, avec évidemment des nuances, des fois des freins, toujours en tout cas des précautions de langage. Et donc exactement comme on ne parle pas de la sexualité aux enfants. Mais enfin, si les enfants sont là, c'est qu'il y en a quand même eu au départ. Et bien de la même manière, la souveraineté, il ne fallait pas trop en parler pour ne pas choquer l'opinion. Mais s'il y a bien eu l'Europe, c'est qu'il n'y a pas eu de souveraineté au départ. Et là, maintenant... Le grand tournant, il est déjà fait, il faut juste savoir le reconnaître ? Non, il a été accompli dans les faits le jour où on a accepté d'avoir une monnaie unique, sauf que on s'est raconté des belles histoires, ou plutôt on a espéré que dans le mouvement, ça se résoudrait petit à petit, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une monnaie unique sans avoir une discipline économique un peu unique, c'est-à-dire un acte de convergence croissant. Vous savez que le prix Nobel d'économie en 98 a été un Canadien qui a fait la théorie de la convergence des systèmes, disant que quand des systèmes économiques se rapprochaient, ils pouvaient avoir une monnaie unique. C'est pas un hasard si on donnait le prix Nobel à ce moment-là. Mais évidemment, non seulement les systèmes n'ont pas convergé après l'adoption de l'euro, mais ils ont commencé à diverger. Par exemple, la divergence entre la France et l'Allemagne en matière de productivité, de coûts et de compétitivité en général s'est creusée de manière de plus en plus forte dans les 10 dernières années. À un moment donné, ça s'est rompu. Si la France ne rattrape pas son retard de compétitivité, c'est vrai aussi de l'Italie, si l'endettement continue à rester insupportable, on ne pourra plus faire caisse commune. Le problème, c'est que pour remettre les enfants ou les adolescents sur le droit chemin, et on sait que bien souvent ils sont têtus, il faut un parent pour leur faire entendre raison. Est-ce que l'Union européenne aujourd'hui a des parents pour lui faire entendre raison ? Écoutez, je crois que par exemple, Mario Draghi fait l'unanimité aujourd'hui à la tête de la Banque centrale européenne, parce qu'il a su montrer beaucoup de fermeté dans les idées, mais aussi beaucoup de souplesse dans l'exécution. C'est l'excellent père, tel que je le vois pour l'Europe qui vient. Je constate aussi qu'après les frasques de Berlusconi, l'Italie est allée chercher un ancien commissaire européen qui faisait un peu l'unanimité dans la classe politique italienne, par son intégrité un peu austère, qui évidemment rompait très heureusement avec la Bunga Bunga, c'était Mario Monti. Alors c'est l'Italie qui est toujours un peu en avance sur les formes politiques, qui nous montre la voie. Mais évidemment qu'en France, nous aurions besoin, et nous avons un certain nombre de sages qui pourraient aider les forces politiques majeures, les socialistes et l'UMP, à aller dans ce chemin-là. Donc la mode à venir, définitivement, c'est celle des technocrates. Ni Jacques Delors, ni Jean-Claude Trichet, ni même Jean-Claude Trichet ne peuvent être purement qualifiés de technocrates. Jacques Delors est un homme qui a fait toute sa vie politique à défendre des idées économiques, mais dans la politique. Quant à Jean-Claude Trichet, très rapidement, il s'est émancipé de cette fonction de haut fonctionnaire pour devenir un véritable
défenseur de l'Europe, défenseur de la monnaie unique envers et contre tout. C'est déjà un homme politique. Et puis je pense que peut-être d'autres aussi pourraient se joindre. Pascal Lamy, par exemple, qui a aussi une fonction entre technique et politique. Mais on peut aussi en trouver d'autres, des gens plus jeunes. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il faut rénover la classe politique avec des gens qui sont habités par cette conviction, comme on a rénové les grands partis de la Troisième République avec des résistants issus de la clandestinité en 1945. Et ça a donné de bons résultats pour la France. Alors, reconsolider le front économique, c'est sans aucun doute le défi et l'urgence à venir. Il y a un autre front sur lequel les divisions sont évidentes, c'est bien sûr le front diplomatique. L'Union européenne peine à s'entendre, peine à afficher un front commun. Et puis là aussi, bien sûr, on parle de réticence à abandonner un petit peu la souveraineté pour ses États membres. Alors, on va prendre un exemple, un dossier, c'est le dossier syrien. Ce matin, l'Union européenne confirme l'embargo contre le régime de Bachar al-Assad, refuse toujours d'armer les rebelles. On sent beaucoup de frilosité. C'est là le nœud du problème, c'est toujours cette souveraineté? Non, ça ce n'est pas le non. Parce qu'en fait, d'abord, personne ne veut maintenant armer l'opposition syrienne dès lors qu'on a compris qu'elle était largement dominée par les frères musulmans. C'est pas la peine de leur donner des armes. Déjà, le Qatar s'en occupe. Ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Et puis, un de ces jours, ces armes seront retournées, déjà contre Israël, bien sûr, et probablement contre les chiites en Irak. Mais de là à abandonner l'opposition, c'est trop. Donc, on peut faire des déclarations de principe qui montrent à Bachar Assad qu'il est dans l'impasse. Mais il y a rien d'autre à faire. Et sur ce point, il n'y a pas d'immense divergence entre Européens. Par contre, là, vous avez parfaitement raison, c'est que dans le cadre d'une européanisation de la politique d'abord économique et monétaire, il va de soi qu'on devrait créer aussi une diplomatie européenne commune et une politique militaire commune. Déjà, avec Tombouctou, la France, à juste titre, demande que les Allemands et d'autres partenaires nous donnent au moins un peu d'argent ou prennent en compte les dépenses que cette affaire nous a occasionnées comme une contribution commune à la sécurité de l'Europe. C'est ça vers quoi on viendra doucement. Bien entendu, j'en profite pour dire que ça n'a rien à voir avec l'actuelle politique étrangère commune qui n'a que de commun que le nom, et fort heureusement, parce que si je devais me sentir impliqué par Catherine Ashton lorsque celle-ci, au moment de l'affaire Mera, déclare qu'il y a quand même beaucoup d'enfants palestiniens qui meurent pendant qu'on parle de tout ça, eh bien, j'irai me coucher avec du Tranxène, parce que je ne me sens pas représenté par Madame Catherine Auschwitz. Donc disons simplement qu'on n'a pas trouvé la bonne représentante pour le moment, bien qu'elle soit revenue peu après sur ses propos. Alexandre Adler, je voudrais revenir. Il n'est pas joué, c'est comme Jacques Hegel, lui, il a parlé de lobby juif, mais il le regrette maintenant beaucoup. Il le regrette jusqu'à ce que le Sénat l'ait confirmé. Un pas en avant, un pas en arrière. Non, c'est la spécialité des diplomates. Quand les gens s'expriment, on a compris ce qu'ils sont. Catherine Ashton est une antisémite anglaise carabinée, et elle est sortie entièrement de sa compétence lorsqu'elle a tenu ses propos infâmes. Bien sûr, elle a compris qu'il fallait rétrograder, elle a rétrogradé, mais c'est une erreur massive que d'avoir confié à une personne pareille l'occasion de défendre une politique européenne qui, fort heureusement, ici n'existe pas. Mais le jour où on a un ministre d'Affaires étrangères européen, croyez-moi, ce sera autre chose. Alors, un autre dossier sur lequel l'Union européenne peine à se prononcer aujourd'hui, c'est bien sûr le Hezbollah. Le Hezbollah qui n'est pas reconnu comme une organisation terroriste pour l'Union européenne, qui l'est du côté de Washington. Pourquoi est-ce que l'Union européenne a tant de mal à trancher sur ce dossier? C'est très simple. Parce que la France, ici, elle est à la tête, et je vais la défendre, a des responsabilités qui sortent de l'ordinaire au Liban. La France a permis en 1946 que le Liban survive aux ambitions syriennes. La France est la défenseresse naturelle des chrétiens du Liban. Les chrétiens du Liban n'ont pas d'avenir sans une coexistence minimale avec les autres communautés du Liban. Personne ne souhaite que le Liban éclate, donc il faut que les chrétiens parlent au Hezbollah. Ce n'est pas toujours agréable et ce n'est pas toujours facile. Mais la France est obligée d'accompagner ce mouvement parce qu'on veut éviter le pire. Est-ce que du coup elle ne consolide pas le pouvoir du Hezbollah au Liban? Bien entendu, le risque est là, mais on peut aussi dire que la France fait ce qu'il faut pour essayer de bâtir un contrepoids avec la famille Hariri, qui était très proche de Jacques Chirac, et donc qui dirige encore la minorité sunnite. Avec les chrétiens, nous avons toujours un président chrétien, Michel Slimane, qui est proche de la France. Tout cela, le Hezbollah le sait et n'a pas essayé de le subvertir jusqu'à présent. Tout ce qu'ils font, c'est bloquer l'aéroport de Beyrouth et faire planer la menace de leur puissance. Si demain le régime Assad s'effondre en Syrie, ils en rabattront pas mal. Mais je pense que la France doit garder des liens avec cette organisation et leur parler. Vous savez, la question du terrorisme est une question
absolue. Ce sont les gens qui ont recours au terrorisme. Là, le Hezbollah le fait sans aucun doute. C'est aussi une question relative. On a fait semblant depuis la fin de l'intifada des mosquées, de minorer le bilan des morts provoqués par les militants d'une Tanzim et d'Al-Fatah et d'exalter ceux que Hamas avait réalisés. Or, par une espèce de doigt de Dieu, il y a exactement le même nombre d'Israéliens qui sont tombés sous les coups du Hamas et sous les coups d'Al-Fatah. Mais du coup, on sauvegarde le dialogue politique en espérant peut-être une transformation du rôle de ces acteurs. Par ailleurs, je tiens à dire qu'Abou Mazen, lui, n'était pas dans l'insurrection, c'était entièrement Arafat et les siens. Mais alors, on va revenir au conflit israélo-palestinien dans quelques instants. Un mot plus globalement du printemps arabe. Vous avez souvent parlé de la montée de cet islamisme et des frères musulmans au pouvoir dans plusieurs pays. Au lendemain de ces printemps arabes, on parle bien sûr de l'Égypte et puis aussi de la Tunisie, de ces frères musulmans qui sont massivement présents également au sein de l'opposition syrienne. Et pourtant, vous avez estimé à plusieurs reprises que l'islamisme était un mouvement qui allait s'essouffler. Vous y croyez toujours ? Écoutez, je n'ai jamais écrit ça. Alors, je l'ai peut-être pensé très fort, mais c'est même pas vrai. Non. Non, j'ai pensé que l'islamisme était le mouvement le plus dangereux, le plus tenace, le plus persistant et qui demande le plus de vigilance dans le monde arabe. Et j'ai toujours considéré avec la plus extrême des méfiances tous ceux qui ont développé l'idée que l'islamisme allait trouver sa place, etc., etc. Les mêmes qui disaient que l'islamisme est toujours fini et qui, lorsqu'ils revenaient, nous expliquaient que c'était bien normal. Donc c'est pas ma position. Ce que j'ai en revanche pensé, c'est que la poussée démocratique qui s'est réalisée dans le printemps arabe allait permettre de résoudre le problème sur de meilleures bases. J'ai d'ailleurs tout de suite pensé que l'Égypte, parce qu'elle a des déséquilibres beaucoup plus profonds, n'aurait jamais ces bases et que les frères musulmans prendraient le pouvoir. Et en revanche, là où je me suis trompé, mais pas totalement, c'est en disant que la Tunisie, qui est un pays beaucoup plus proche de l'Europe, beaucoup plus avancé, avec une culture française puissante, avec 98% de population alphabétisée, ne serait pas l'Égypte. Eh bien, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'en Tunisie, malgré cette victoire d'Al-Nada, qui m'a à la fois surpris et peiné, je constate que Al-Nada est au bord de l'explosion, entre un Premier ministre, Djebali, qui propose une vraie union nationale maintenant à une sorte d'autocritique. Alors justement, ils ont pris le pouvoir, ils ont déçu la population, que ce soit en Égypte ou alors que ce soit en Tunisie. Reste à savoir aujourd'hui s'ils ont une alternative viable dans l'opposition. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de démocratie dans tous ces pays qui soit véritablement établie. Maintenant, en Tunisie, c'est un pays trop moderne pour pouvoir supporter la régression d'Al-Nada, qui par ailleurs un rassemblement remarquable d'imbéciles. Et il y a quand même une armée qui a permis que Ben Ali chute. Donc moi je pense que pour l'instant, la situation en Tunisie est évolutive et favorable. Par contre en Égypte, non. Si vraiment les frères musulmans déçoivent massivement la population, et ils ne déçoivent pour l'instant que sa partie la plus moderne, ils s'arrangeront pour rester autrement. Et ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait pour s'entendre avec l'armée et avoir dans l'armée des gens qui leur sont plutôt favorables. Alors Alexandre Adler, on va conclure sur cette prochaine visite de Barack Obama en Israël et sur le conflit israélo-palestinien. Ce sera bien sûr en tête de l'ordre du jour de cette visite du président américain aux côtés du nucléaire iranien, bien sûr. Conflit israélo-palestinien, avec cette visite, beaucoup de bruit autour de cette visite de Barack Obama et finalement pas beaucoup d'attentes. Alors les États-Unis, est-ce qu'ils ont encore une place pour la résolution de ce conflit israélo-palestinien aujourd'hui ? Les États-Unis, avec Barack Obama, vont essayer de se venger de ce que leur a fait Bibi Netanyahou pendant toute l'élection présidentielle américaine, dont le Premier ministre visiblement considérait qu'elle était la sienne, parce que son éducation américaine était trop forte, et qui a donc mis toute sa puissance à soutenir Mitt Romney. Donc là, c'est le retour du boomerang. Kerry a déjà lâché un peu d'eau froide en disant que l'aide militaire américaine serait mesurée en raison des restrictions budgétaires. So far, so good. Mais pourquoi a-t-il commencé par l'aide militaire à Israël ? Il y a peut-être d'autres aussi qui vont être remises en cause par les restrictions budgétaires. On commence, c'est comme les juifs et les coiffeurs. Pourquoi les coiffeurs ? Alors maintenant, vous savez, on dit on a arrêté tous les juifs et les coiffeurs. Oui, mais pourquoi les coiffeurs ? C'est un peu ça. Alors ensuite, bien entendu, on a eu 2 tentatives éhontées d'Obama de faire passer des ministres très fortement hostiles à Israël. Susan Rice, ce que les gens ignorent un peu, enfin là, elle a été recalée à cause des bêtises qu'elle avait dites au moment de l'attentat de Tripoli contre l'ambassadeur américain. Et puis Chuck Hagel, l'homme qui combat le lobby juif, l'homme qui était contre la guerre en Irak, contre tout et contre Israël tous les jours. Et malgré tout, après avoir fait ses contorsions devant le Sénat, il est probable qu'on le laisse passer. C'était un coup de semonce. Donc l'équipe que Obama cherche à constituer autour de lui, avec son responsable de la sécurité nationale, Don Ilan, j'ajoute que le ministre
Donc, et que le patron de la CIA, Brennan, a été le représentant de la CIA en Arabie Saoudite pendant 10 ans. Alors, en un mot, pour conclure, Ce sont Alexandre des Adler, ennemis cette d'Israël. nouvelle équipe de Barack Obama, il ne faut rien en attendre pour ce second mandat. Vous connaissez quand même le vieux tract sioniste qui s'appelle le livre de l'Exode. Un jour est arrivé un pharaon qui ne connaissait plus Joseph. Les Israéliens, comme des niais, ont pensé qu'ils étaient dans les plumes de l'aigle américain éternellement, comme le pauvre Chaim Weizmann, auquel on doit tant, a pensé que l'Empire britannique n'abandonnerait jamais le Yishuv. Eh ben, c'est arrivé. Alors, je ne dis pas que Obama pourra aller aussi loin qu'il le veut. Loin de là. Je pense qu'à la fin, l'Amérique changera quand même son opinion. Mais Israël doit se préparer à une offensive d'Obama sans précédent contre Israël. Mais en tout cas, vous rejoignez du coup l'avis de nombreux des éditorialistes israéliens qui n'attendent pas grand-chose de cette visite. Ma différence, c'est que moi, à la différence de Bibi, je n'aurais pas fait campagne contre Obama. Justement parce que je savais tout cela. Une erreur stratégique qu'il paye effectivement très cher aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Alexandre Adler. Voilà, c'est la fin de cette première partie. La suite de l'émission tout de suite.